La radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDL. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré. Good morning, welcome to Radio Récré. Radio Récré, c'est la radio du CFBL. Radio Récré is our school radio. Nous sommes en CM2B. We are in CM2B. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 17 novembre 2022. Today, it's November 17th, 2022. I'm ready. Now you're about to start. Declan, what do you mean? We can't understand a word of what you're saying. Declan, please stop chewing with your mouth open. It's revolting. Don't you know that we have to take 5 a day? 5 a day of what? 5 fruits or vegetables a day. Listen to this recording by PSMS. They met a dietitian who came to talk to them about food. All about food. So who likes food? We put our hands up. What's your favourite? Hello, we are the PSMS. Today we had a special guest. She's called Molly. She came to talk about food, especially about fruit and vegetables. My favorite is corn. Corn, excellent. I have a favourite thing, and now it's the chocolate bar. Okay, so who here likes fruits and vegetables? If we put our hands up, that's a lot of us, isn't it? Excellent. And what's our favourite fruit or vegetable? My favourite is apple. I like apples. Terry. Mine is broccoli. Banana. Peas. Pasta. Spaghetti. Grapes. Chocolate. Apple. Juice coloring. Cooking and eating all your fruits and vegetables. I love tomatoes. I also grow flowers, tomatoes, salad. I have an apple tree at my house. And I love all of the fruit of the world. We need fruit to live. If you don't take food, you can act like a baby. Food helps to grow. Because to grow bigger. Food gives energy. Food makes you strong. We learn from where food comes from. Bread is made with flour. Burgers and sausages come from animals. Fruit and vegetables grow on trees or in the ground. We need to eat fruits and vegetables every day. 5 a day! Dites-moi les copains, c'est qui votre artiste préféré? Il y en a tellement, je ne sais pas lequel à choisir. Moi, je suis un grand fan de Pikachu. Pikachu? Tu veux dire Picasso? Bah oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, mon préféré, c'est Vincent Van Gogh. Les GSM vont vous présenter des artistes et ils vont vous proposer de faire un jeu concours. La maison des artistes.
maison des artistes. Bonjour, nous sommes les GSM. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'artistes. Claude Monet, Alexander Calder et Friedrich Unterwasser. Écoutez bien, car ensuite, nous allons vous proposer un jeu. Commençons par Claude Monet. Il est né en 1840 et est mort en 1926. Il est français. Il aime beaucoup parler des âges et les fleurs. Nous avons beaucoup observé le champ de coquelicots et le parterre de fleurs avec œil. Nous nous sommes inspirés des tableaux de Monet pour créer nos propres œuvres. Claude Monet utilisait de la peinture, mais nous avons déchiré des papiers et collé. Parlons maintenant de Friedrich Unterwasser. Unterwasser est né en 1928. Il est mort en 2000. Il était autrichien. Il aime la nature, l'eau et les couleurs. Il construit des maisons. Il est architecte. Nous nous sommes inspirés de son travail pour créer notre ville. Elle est pleine de couleurs et d'arbres. On voit l'eau derrière. Pour terminer, nous allons parler d'Alexander Calder. Il est né en 1898. Il est mort en 1976. Calder est américain. Il est sculpteur. Il aime beaucoup faire les mobiles qui bougent dans les airs. Il aime les couleurs bleu, rouge, jaune et noir. Nous nous sommes inspirés de son travail pour travailler sur les boucles. Il est maintenant l'heure de jouer. Pouvez-vous associer notre œuvre à celle de l'artiste? Associez le bon nombre à la bonne lettre. Mettez vos réponses dans la boîte aux lettres de Radio Récré. Il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le gagnant ou la gagnante aura une surprise. Ton trèfeuille, au revoir. Au revoir. La maison des artistes. La maison des artistes. Good morning, madam. Can I help you? Good morning. I'm the little old lady. Sorry, who are you? Good morning. I'm the little old lady who isn't afraid of anything. Boom! Nice try, darling, okay? Better luck next time. Let's listen to the story of an old little lady recorded by CP. They even made a soundtrack for it with a music teacher. The Little Old Lady Was Not Afraid of Anything by Linda Williams, illustrated by Miguel Lloyd. Once upon a time, there was a little old lady who was not afraid of anything. One windy afternoon, the little old lady left her cottage and went for a walk in the forest to collect herbs and spices, nuts and seeds. She walked so long and so far that it started to get dark. There was only a sliver of moon shining through the night. The little old lady started to walk home. Suddenly, she stopped. Right in the middle of the path were two big shoes. And the shoes went clump, clump. Get out of my way, you two big shoes. I'm not afraid of you, said the little old lady. On she walked down the path. But behind her, she could hear two shoes go clump, clump.
Little further on, the little old lady stumbled into a pair of trousers. And the trousers went wiggle, wiggle. Get out of my way, you pair of trousers. I'm not afraid of you, said the little old lady, and she walked on. But behind her, she could hear, Two shoes go clump, clump. And the trousers go wiggle, wiggle. Farther still, the little old lady bumped into a shirt. And the shirt went shake, shake. Get out of my way, you silly old shirt. I'm not afraid of you, said the little old lady. And on she walked, a little bit faster. But behind her, she could hear, Two shoes go clump, clump. And the trousers go wiggle, wiggle. And one shirt go shake, shake. A little ways on, the little old lady came upon two white gloves and a tall black hat. And the gloves went clap, clap. And the hat went nod, nod. Get out of my way, you two white gloves and you tall black hat. I'm not afraid of you, she said. And on she walked, just a little bit faster. But behind her, she could hear, Two shoes go clump, clump. And the trousers go wiggle, wiggle. And one shirt go shake, shake. Two gloves go clap, clap. And one hat go nod, nod. By now, the little old lady was walking at quite a fast pace. She was very near her cottage when she was startled by a very huge, very orange, very scary pumpkin head. And the head went. This time, the little old lady did not stop to talk. She did not stop at all. She ran! But behind her, she could hear, Two shoes go clump, clump. And the trousers go wiggle, wiggle. And one shirt go shake, shake. Two gloves go clap, clap. And one hat go nod, nod. And the scary pumpkin head went. The little old lady did not look back. She ran as fast as she could and didn't stop to catch her breath until she was safe inside her cottage with the door locked. She sat in her chair by the fire and she rocked and she rocked and she rocked. It was so quiet in her cottage before the knock, knock on the door. Should she answer it? Well, she was not afraid of anything. So she went to the door and opened it. And what do you think she saw? Two shoes go clump, clump. And the trousers go wiggle, wiggle. And one shirt go shake, shake. Two gloves go clap, clap. And one hat go nod, nod. And the scary pumpkin head went. I'm not afraid of you, said the little old lady bravely. What do you want anyway? Oh, we've come to scare you. You can't scare me, said the little old lady. Then what's to become of us? The pumpkin head suddenly looked very unhappy.
I have an idea, said the little old lady, and she whispered into the pumpkin's ear. The pumpkin head nodded, and its face seemed to brighten. The little old lady said good night, closed the door, and whistled on her way to bed. The next morning she woke up early. She went to her window and looked down into her garden. And what do you think she saw? 2 shoes go clump clump. And the trousers go wiggle wiggle. And 1 shirt go shake shake. Two gloves go clap clap. And 1 hat go nod nod. And a scary pumpkin head went And scare all the crows in her garden away. October was Black History Month in the UK. CP learned a lot about Black history and also made an art project. Let's listen to their recording. C'est l'heure de la culture. Hello, we are in CP. October was Black History Month. We learned about Rosa Parks. Rosa Parks was an African-American woman who helped to change society's behaviour towards black people in the 50s. At the time, Rosa Parks lived, black peoples and white peoples could not mix. This was a very unfair system. Rosa Parks went on the bus. Rosa Parks was not sitting on the seat of the right skin color. She was not going to move, but the bus driver said to move, so she had to go to prison. It wasn't fair that just because she had a different color of her skin, she had to sit at the back. Eventually, thanks to Rosa Parks, segregation ended. For Black History Month, we also read a book called I Love My Hair. Book about how you can do your hair in different ways. In the past, black people were told how to wear their hair. We had a discussion how we would feel when people would say we have to change our hair. This is what we said. I'm keeping my hair straight, and if you say that one more time, I'm telling the police. I will feel angry and sad, and I'll probably tell the teacher. I would not like to be told how to wear my hair. It's very bad to tell somebody what to do. I will tell them that they are crazy. I like how I look. To tell me to change is very rude. I want to have my hair I like. Nope, I'm not changing it. I decide what my hair looks like, not you. I wouldn't like it at all. I'll take the person to go away. If someone tell me what to do, I'll tell them what to do. I said no, I don't need to change my hair. I don't mind, leave me alone. I will brush them, I don't mind. Also, after reading the book, I Love My Hair, we decided to do some artwork. We did reading. We put some fluffy balls. We did beading. We used carefully the charcoal. We used these to show different hairstyles. We hope you enjoy our artwork. C'est l'heure de la culture. Est-ce que tu connais l'artiste Ben? Est-ce bien lui qui écrit les petites phrases poétiques?
Oui, les CE1 ont étudié ses œuvres et ont essayé de l'imiter. Super, on peut les écouter? Oui, bien sûr. Réinventer le monde. Réinventer le monde. Bonjour, nous sommes les CE1. On va vous parler de Benjamin Vautier, connu sous le nom de Ben. Vous connaissez sans doute Ben, car on trouve son écriture sur beaucoup d'objets. Comme une trousse. Comme un cahier. Benjamin Vautier est né le 18 juillet 1935. C'est un artiste français d'origine suisse. Son art est basé sur l'écriture. On reconnaît ses œuvres parce qu'elles ont souvent un fond noir. Parfois, on peut lire les phrases dans les deux sens. Tout est art et tout. On peut lire des mots, on peut lire des phrases. Il y a une œuvre d'art à Paris. C'est un très grand tableau accroché sur un mur, accroché par des faux personnages. Sur ce tableau, il est écrit « Il faut se méfier des mots ». C'est un artiste qui est aussi un poète. Nous nous sommes inspirés du travail de Ben pour faire nos propres œuvres. Voilà ce qu'on avait écrit sur nos œuvres. L'art toujours est l'art. L'art est toujours l'art. Art est joli. Tout est chouette. J'adore l'art. Tout est art. L'art est joli. J'attends la suite. J'aime l'art. Rien change l'art. L'art est magnifique. Qu'est-ce que l'art? J'aime rire. J'aime rire. L'art est magnifique. Tout d'abord, il fallait trouver un mot ou une phrase. Ensuite, on s'est entraîné à écrire sa phrase sur l'ardoise. On a ajouté des dessins, des fleurs, des montagnes, de la pluie, des cœurs. Ensuite, nous avons écrit une phrase avec des craies sur du papier noir. Nous avons utilisé des différentes couleurs comme orange, jaune, vert, rouge, blanc. Réinventer le monde. Ce que j'ai adoré, c'est dessiner. J'aimais écrire des phrases. J'aimais décorer la page. J'aimais dessiner un peu. Ce que j'ai adoré, c'est décorer. Ce que j'ai adoré, c'est surtout les mystères que j'ai faits, tous les dessins qu'on a faits, les phrases. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai décidé une phrase. J'aime les points de Benjamin Vautier. Au revoir! Si vous aimez l'artiste Ben, allez au Centre Pompidou à Paris. Vous verrez certaines de ses œuvres. Réinventer le monde. Réinventer le monde. Oh, le buveur d'encre. Est-ce que vous avez déjà lu le buveur d'encre? Non, ça raconte quoi? Moi, je l'ai lu. C'est l'histoire d'une sorte de vampire qui boit l'encre des livres. Et il a aussi le pouvoir de voler. Il est où, Jean? Je suis là, à côté de toi. C'est incroyable, tu es invisible. Essaye de claquer des doigts, tu vas voir. Écoutons les CE2 nous parler de leur super pouvoir. Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. Bonjour, nous sommes les CE2. En classe, nous sommes en train de lire un roman qui s'appelle Le buveur d'encre et c'est un roman fantastique. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Odilon et qui rencontre un nouveau client dans la boutique de son père. Ce client est mystérieux et il flotte à peu près 10 cm du sol. C'est un drôle de client qui boit l'encre des livres avec sa paille.
il a des super pouvoirs. Nous aussi, nous avons imaginé qu'on avait des super pouvoirs. Vous voulez en savoir plus? Moi, par exemple, en pouvoir magique, j'aimerais bien hypnotiser les gens. Moi, j'aimerais bien voler. Moi, j'aimerais bien pouvoir respirer sous l'eau. Moi, je voudrais être invisible. J'aimerais bien pouvoir traverser les murs. J'aimerais bien savoir parler aux animaux. Moi, j'aimerais pouvoir me métamorphoser. Moi, je souhaiterais être capable de créer n'importe quoi. J'aimerais pouvoir créer les objets dont j'ai envie. Moi, je souhaiterais être riche. Je souhaiterais pouvoir créer des choses avec mes mains. Si j'avais un super pouvoir, j'aimerais pouvoir arrêter le temps. Mon rêve, c'est de pouvoir contrôler la nature. J'adorerais pouvoir parler toutes les langues. Mon pouvoir que je voudrais avoir, ça serait de pouvoir décoller et de pouvoir respirer dans l'espace. J'aimerais pouvoir inventer tous les objets que je veux. Moi, j'aimerais bien faire tout ce que je veux et construire tout ce que je veux. Si je devais avoir un pouvoir, ce serait l'invisibilité. Moi, j'aimerais jouer au foot jusque je suis dans ma tombe. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir me téléporter. Tout le monde avait un pouvoir. Moi, j'aimerais bien rentrer dans les gens pour les contrôler. Si je pouvais avoir un super pouvoir, j'aurais l'immortalité. Si j'avais un pouvoir, ça serait de pouvoir me téléporter. Si j'avais un pouvoir, je pourrais être grand et petit. Je pourrais changer de taille quand je veux. Si j'avais un pouvoir, j'aimerais que dès que je claque les doigts, je serais fort à tout. Si j'avais un super pouvoir, j'aimerais pouvoir faire de la musique en claquant mes mains. Si moi j'avais un super pouvoir, j'aimerais rentrer dans les gens et après quand je ressors, je suis exactement comme eux. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt sur Radio Récré. Au revoir. Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. This week it's Anti-Bullying Week. Most of the pupils at CFBL are participating. Some of them are reading books. Others are debating. C2 have learned poems. Let's listen to them. Anti-Bullying Week. Hello, we are in C2. This week is Anti-Bullying Week in the UK. We wrote poems about bullying. Hello, my name is Raphael and I'm going to read out my poem. There is a class of bullies in my school. They don't like anyone and never change. They are the big and greedy and always there. There is a class of friends in my school. They love each other. They are never greedy. Anti-Bullying Week. The bully. There's a bully in my class. Everyone is scared of him. He's jealous of everyone and he wants to be the best. Every recreation, he bullies me. Every time he brings me somewhere where there's no one watching. One day I was brave. I told him to stop. But he didn't listen. After that day, I said, "How would you feel if that happened to you?" 3 days after, he said sorry for doing this to you.
and from now on we are friends. Anti-Bullying Week. Hello, I'm Martin. This is my poem, The School of Bullies. There were bullies everywhere in the school. They bullied each other and didn't respect the rules. The rules were ripped and they literally broke the rules each time they were in recreation. One day, one bully stopped bullying. They realized that he was quite nice, so they all stopped bullying each other. Then they start respecting the rules and everything went back to normal. Thank you, Martin. Anti-Bullying Week. Hello, my name is Soren. My friend bullied someone. My friend was a bully. He hurt someone's feeling. I was too scared to speak out, but one day I thought about it. So I told the bully, "You are a bully, but why?" He suddenly thought about it and finally said, "It's because I'm lonely and I'm sad about it. So why don't you stop?" I said. The bully replied, "I think you're right. I should stop. Thank you." Thank you, Soren. Anti-Bullying Week. My name is Maya. Bullying siblings. I bullied my brother, he bullied me. We bullied each other, then Mum came. She punished us. I crept into my brother's room. We bullied each other. "Hi, Banana Head," I said. He called me back. Then Dad came. He punished us. Then my brother crept in my room. We bullied each other. Then Mum came. "No more TV for 6 months," she said. Then we slept. Tomorrow, no more bullying. Thank you, Maya. Anti-Bullying Week. Hello, my name is Ali. No to bullies. No means no. Others suffer. To make it stop, you should tell. You never keep it to yourself. This will make you feel better and stronger. Together, we say no to bullying. Thank you, Ali. Anti-Bullying Week. My teacher is a bully. On the first day of school, there was a bully. Guess who it was? It was an adult. But it wasn't any adult, it was my teacher. I thought it wouldn't be bad, but I was sad. I don't like school. My teachers make me sad. But she does not care. But I will stop her. Thank God for that. Anti-Bullying Week. Hello, my name is Zoe, and today I'm going to recite to you my poem called The Girl Who Was a Bully. A girl in my class used to bully me. I didn't feel nice because she was so mean. She used to steal my pencils and excluded me from her games. It was very sad and it was such a shame. Then I got fed up and told her to be nice. But she didn't listen and she paid a price. I offered her some cheese at lunch and she said thank you. We talked about bullying and I began to worry. But just in time she said her line and she said sorry. She didn't bully me anymore. Like again, it was a happily ever after. Anti-Bullying Week. Let's carry on with Anti-Bullying Week. In CM1, they've been talking about loneliness. Let's listen to them. Hello, we are in CM1B, and today we want to speak about loneliness. What does loneliness mean? Loneliness means it's like when someone feels
rejected or left out or on the corner alone. Loneliness is neglect. Loneliness is when someone has nobody to play with. Loneliness is a bigger problem than it might seem. If you see someone lonely, you must try to help that person with it. Are you aware of anyone that might be lonely? In an orphanage? New pupils in a school? Refugees? People that don't speak the language and they come to this city? The Ukrainian older generation. The older generation might be lonely because their parents and probably many of their siblings have died. The older generation should be lonely because they regret they don't seem to be part of the younger generation. Maybe because they regret their decisions in life. The older generations might feel lonely because they stay at home a lot and they don't go outside a lot. Because they might have places on their body that hurt and they don't want to move much. I think the old generation can be lonely because their legs don't work as well as they used to when they were young. Because maybe like they're pickpocket. They are scared because people can attack them. They can be scared because if something bad happens, like a car crash, they can't run fast to go away. They might be scared that they barge into a bike or an electric scooter. What are the benefits of interacting with elderly people? Spend time with people from a different generation to learn how they spent their lives in that generation. It makes them realize that so much stuff has changed. Well, you can have friends with older people. They might feel less lonely. They might be happy for the rest of their lives. They can help you learn very valuable lessons in life. They can help you realize what fun you can do. They could have some good memories, even if it's for a short time. They might remember the time where you helped them with something, or they helped you with something in return. In class, we watched a video where elderly and children interact in a nursery. It helps them have fun, the elderly. And it gives them physical exercise, and so you can have fun with older people and not just your age. It might make you more confident with other generations. They might tell you the difference between your generation and their generation, what changed between it. Instead of sulking at home, they have something to get occupied with. In a few days, we are going in a retirement home where we are going to talk to the residents. And we are going to tell you about in the next Radio Récré. Continuons avec la semaine anti-harcèlement. Marion, de la BCD, va nous donner quelques conseils de lecture sur ce sujet. Bonjour Marion, nous sommes à la BCD. Cette semaine, c'est l'Anti-Bullying Week. Est-ce qu'il y a des livres à la BCD qui pourraient parler de ce thème ? Alors, on a plusieurs livres à la bibliothèque qui parlent de ce thème, des livres de fiction, mais aussi des livres documentaires. Pourrions-nous avoir quelques exemples ? Pour les plus grands, en anglais, un livre qui s'appelle The Night Bus Hero, qui est un livre assez intéressant parce qu'il part du point de vue du bully, de l'enfant qui embête les autres et qui va changer son attitude au fur et à mesure de l'ouvrage et qui nous permet de voir qu'on peut changer. Pour les plus grands aussi, en français, des Bleus au cartable. C'est l'arrivée en 6e, c'est pas toujours facile. Et là, on suit quatre enfants. Et chacun vont parler, chacun leur tour, et raconter leur histoire. Un autre livre pour les plus grands, Mentir aux étoiles. Et pour les plus jeunes, que je lis aux enfants de CP, Marlène Baleine, qui est l'histoire d'une petite fille qui va à la piscine avec ses copains, mais qui n'aime vraiment pas ça. Ses copains se moquent d'elle parce qu'elle est grosse et la comparent à une baleine. Mais on verra qu'à la fin de l'histoire, tout se passe bien pour elle. Et en livre documentaire, un livre, Le petit livre pour dire non à la violence. Et Je me défends du harcèlement. Merci beaucoup. Book Club.
les livres qu'on aime au CFBL. Au CFBL, des élèves prennent de superbes initiatives. Des élèves de CM1 ont sorti un petit journal. On les écoute nous en parler. Bonjour, je m'appelle Guillaume de la classe CM1. Je suis avec Mathurin et Adam. Avec mes amis, nous avons réalisé un petit journal pour le CFBL. C'est un journal bilingue, en français et en anglais. Guillaume, peux-tu expliquer comment on choisit les sujets? On remplit l'information de ce qui est nouveau dans CFBL, mais dans le côté gauche, c'est seulement la cantine, tout ce qu'on mange à la cantine. Et c'est le menu. Tous les autres, il y a des activités et tout l'info qui s'est passé aujourd'hui. Le journal est fait à la main sur une seule page. Le journal s'appelle CFBL News. Comme Guillaume a dit tout à l'heure, on prend plein d'informations qui sont dans le CFBL. Puis, quand on en a plein, on prend celles qui nous paraissent les meilleures. Et on les fait paraître dans le journal. Guillaume est le rédacteur en chef. Mathurin est co-directeur. Adam et Luc sont reporters. Et Amiel, il est l'éditeur. Moi, je suis Adam et je suis reporter du journal. Je me suis occupé de trouver le menu. Et c'est moi qui m'occupe de la météo. Voici des exemples de ce qu'on met dans nos journaux. Meeting with NSPCC, Sports Day and an injury sometimes if we have them. And jokes. We have games such as coloring in, work searches. Vous voulez sans doute savoir comment trouver notre journal. Quand il est prêt, on le distribue dans la grande cour après la classe. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Saviez-vous que les élèves qui vont au Clubhouse le mercredi et qui sont en CE2 et CM2 font la radio? Oui, dans la dernière émission, ils ont proposé un concours. Il fallait répondre à 10 questions sur l'invention de l'écriture. Toutes les réponses figurent sur un poster à la BCD. Est-ce que des élèves ont envoyé leurs réponses? Oui, les élèves de CE1 ont participé. Super, faisons le tirage au sort. Suspense. Le gagnant est Anatole en CE1B. Bravo Anatole, tu as gagné un bon achat de 2 crêpes offerts par le restaurant Crêpes à la carte. La chance. Les enquêtes du Clubhouse. Du Clubhouse. Bonjour et bienvenue à Radio Récré. Nous sommes les CM2 du Clubhouse. Aujourd'hui, on va vous proposer un jeu enquête à la BCD. On va vous proposer 8 questions sur le cerveau. Pour vous aider à trouver les réponses, vous pouvez aller à la BCD et trouver les réponses sur un poster. C'est parti! Question numéro 1. Qu'est-ce qui protège le cerveau? Je répète, qu'est-ce qui protège le cerveau? Question numéro 2. Comment s'appellent les cellules qui transmettent des informations au cerveau? Je répète, comment s'appellent les cellules qui transmettent des informations au cerveau? Question numéro 3. Comment appelle-t-on les zones de contact qui relient les neurones? Comment appelle-t-on les zones de contact qui relient les neurones? Question numéro 4. Quel est le poids en moyenne d'un cerveau adulte? Je répète, quel est le poids en moyenne d'un cerveau adulte?
Question numéro 5. Comment appelle-t-on le fait que le cerveau modifie sans arrêt ses circuits de neurones? Je répète, comment appelle-t-on le fait que le cerveau modifie sans arrêt ses circuits de neurones? Question numéro 6. Comment appelle-t-on les parties du cerveau? Comment appelle-t-on les deux parties du cerveau? Je répète, comment appelle-t-on les deux parties du cerveau? Question 7. Qu'est-ce qui permet au cerveau de communiquer avec le corps? Je répète, qu'est-ce qui permet au cerveau de communiquer avec le corps? Question numéro 8. Comment appelle-t-on le nom des 6 parties qui se trouvent dans chaque hémisphère? Je répète, comment appelle-t-on les noms des 6 parties qui se trouvent dans chaque hémisphère? Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de mettre votre nom et votre classe sur votre carte. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Les enquêtes du Clubhouse. Enquête du Clubhouse. Just before the holidays, we saw a strange parade in the school. Indeed, CZM went all around the CFBL dressed up in skeleton and monster. They came into the classroom and they told poems from dead poets in English but also in Spanish. Let's have a listen. On fait une parade for the Day of the Dead. On va marcher dans les couloirs et réciter des poèmes qu'on a choisis par des auteurs qui sont morts. Auguries of Innocence de William Blake. I like to see the Lapse in the Miles de Emily Dickinson. Aujourd'hui, c'est Dia de los Muertos et on va marcher autour de l'école et dire des poèmes en classe. When I Have Fears, c'est de John Keats et ça parle que il a peur de mourir car il a tuberculosis. My poem is Mending Wall by Robert Frost. If I could put a notion in his head, why do they make good neighbours, isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Before I built a wall, I'd ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was likely to give offence. Round of applause! Is called Phenomenal Woman by Maya Angelou. I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I am a woman, phenomenally. Phenomenal woman, that's me. Alright, let's keep going. Let's go see the little ones. Let's kill them. Come on, yay! Matilde, years or days, sleeping feverish, gazing off, bleeding true blood, twisting my spine. Perhaps I awaken or am lost sleeping. No man is an island entire of itself. Every man is a part of a main, a piece of a continent, and that's it. And that's great! Yeah. We will come back at 11 and it'll be our first class to come to. C'est un shrine pour commémorer les gens qui sont morts.
C'est pour le jour des morts, c'est la Dia de los Muertos. Et c'est une ofrenda pour tous les morts, tous les poètes en anglais. Poesía castellana de Miguel de Cervantes. Libre nuestro hispano suelo con un repentino vuelo. Te amo incomprensiblemente sin preguntar por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, y quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Para tu ventana un ramo de rosas me dio la mañana, por un laberinto de calle en calleja, buscando he corrido tu casa y tu reja, y en laberinto me encuentro perdido en esta mañana de mayo florido. Antonio Machado. Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas sobre mi pecho. Bridas forjaba con mis cabellos. El brillo el de gozo yo el brillo. Me espoleaba mi caballero, que suave espola sus dos pies frescos. Como reía mi juentuelo y yo besaba. Sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. A tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla, en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento. Las 6 cuerdas, Federico García Lorca. La guitarra hace llorar a los sueños. El soluzo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. Donc, les poèmes que nous avons choisis ont été écrits par des auteurs qui sont espagnols et qui sont aujourd'hui morts. Et aujourd'hui, c'est le jour des morts. Donc c'est pour ça que nous avons récité des poèmes de ceux qui sont morts. Apenas te he dejado, vas en mí, cristalina, o temblorosa, o inquieta, herida por mí mismo, o colmada de amor, con cuando tus ojos se cierran sobre el don de la vida, que sin cesar te entrego. Amor mío, nos hemos encontrado sediento y nos hemos bebido toda el agua y la sangre. Nos encontramos con hambre y nos mordimos con el fuego muerde, dejándonos heridos. Pero espérame, guárdame tu dulzura, yo te dar también una rosa. Voici maintenant une nouvelle énigme mathématique. Mais avant de l'écouter, faisons le tirage au sort de l'énigme d'octobre.
Nous avons reçu 11 bonnes réponses. Quel suspense! Le gagnant est Solomon de la classe 4C. Bravo. Tu as gagné un cadeau surprise. Bravo Salomon. Les énigmes scientifiques du CFBL. Bonjour, je m'appelle Rose et je suis aujourd'hui avec Charlotte qui est en 6e et qui va vous présenter une énigme. Bonjour, cette énigme est destinée aux élèves de CM1, CM2 et 6e. Monsieur Laurent Houtan a posé 6 cubes identiques sur la table. Mais au fait, que voit-il de l'autre côté de la table? Choisissez parmi toutes ces propositions et envoyez votre réponse dans la boîte aux lettres de Radio Récré. Bonne chance! Mathématiques. Sciences. Have you ever eaten a book? What do you mean, if I've ever eaten a book? You mean with ketchup and mayo? No, it's a metaphor. It means have you ever liked a book so much that you've eaten it or read it in one go? Pupils in 5e went to Books food truck at the CDI. Let's listen to this report. C'est l'heure du reportage. Radio Récré's report. Very quickly, the different food trucks. We have drama over here. We have poetry. Remember this because you tend to forget about this. You can read this during the holidays. It's completely fine. We have the fantasy. Here we have fable, mythology, and there was biography and autobiography. We have science fiction, taco truck, cupcake truck, historical fiction, realistic fiction, mythology, mystery. Don't forget non-fiction. Non-fiction is on the menu as well. Your job, 5 books from different genres. Try things you don't usually eat. You'll be surprised sometimes. The taste might just, be a complete thing. So, So we're choosing 5 books with different genres, and we have, at the end you have to say the book that we prefer the most, and you have to try and convince everyone in the class to actually eat our books. I chose Ariadne's story because it seemed very interesting. I chose Raven's Gate by Tony Horowitz. Because the front cover looks appealing to me and I like horror books. The Throne of Glass. I'm not sure, it just looked tempting and I like the storyline. So. The Invisible Man. H.G. Wells, because it's intriguing and mysterious. The illustrated book of heraldry, because I like heraldry. Heraldry is the art of medieval emblems used by knights. I haven't chosen a book yet. I'm looking at different books. The book I'm looking at now is Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Vintage Stevenson. Shadow of the Minotaur. Because I like mythology. I choose Harry Potter and the Philosopher's Stone because it's a cool book. I chose Ruby Redford by Lauren Child because I really like mystery books and solving mysteries. So for this activity of the food trucks, the main idea is that students need to taste from the different literary genres or different literary food trucks. The idea came that
because usually students, when we ask them to read books, will go for novels, which is maybe not what they prefer, or maybe they haven't tried something different, like plays, because plays are fantastic read, and also are more suited for slow readers like me. Keep telling them I read slowly, so long books take me longer. So if you know yourself as being a slow reader, which is completely acceptable, look at me, I'm an English teacher, then you go for something shorter, and a play is fantastic for this. And they can also go for non-fiction, because some students actually learn a lot through non-fiction books, autobiography, biographies, poetry even, historical fiction, so different genres that they don't necessarily go for, and that they are completely able now to, and are forced even to taste and then decide whether they want to read them or not. So, and then after the holidays, when they come back, they're going to have to sell their book as the star dish of their food truck, and they will taste each other's new star dish trucks, and they will and we'll have some winners, and they will win something. I can't tell you now because it's a surprise. The Young Samurai, because I like Japanese culture, and I found the book interesting. I chose Terry Pratchett. I don't know why, but. Bonjour. Vous savez ce que c'est, ce drapeau? C'est le Green Flag. Ça veut dire que le CFPL est une école qui fait des grands efforts pour l'écologie. Écoutez la séquence suivante, vous allez tout comprendre. Les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Bonjour, bienvenue à la cérémonie passation des éco-délégués. On aura une belle photo pour célébrer ce moment de passation entre les anciens éco-délégués et les nouveaux éco-délégués. Et bien sûr, on planifiera une réunion dès la rentrée pour commencer à réfléchir sur ce qu'on va mettre en place cette année. On avait organisé un Digital Cleanup Day pour pouvoir effacer nos anciens emails et pour utiliser moins d'énergie. On a fait un Eco-Fair et on a fait des tests sur des petits tablets pour des personnes, et on va voir si les personnes savent qu'est-ce qu'ils font. On a fait une journée zéro papier, donc les profs ils pouvaient pas utiliser du papier et ils n'avaient pas le droit de faire leur photocopie la soirée avant. On a installé Ecosia sur les ordinateurs de l'école. C'est quand au bout de 45 recherches, tu as environ cliqué sur un bandeau de publicité et après, tu plantes un arbre au bout de 45 recherches. Moi, je suis une nouvelle éco-déléguée et je voulais être éco-déléguée parce que ça m'intéresse l'écologie et je trouve que c'est bien qu'on sauve la planète parce que sinon notre enfant, les enfants de notre enfant auraient pas de planète, quoi. Je suis une nouvelle éco-déléguée et j'ai voulu être éco-déléguée parce que la planète, elle devient très polluée et ça serait bien d'arrêter tout ça parce que sinon, on n'aura plus de planète. Moi, je suis éco-déléguée et je voulais être éco-déléguée parce que j'aime bien la nature, j'aime bien la planète et j'aimerais aussi faire partie de quelqu'un qui sauve la planète. Moi, j'avais envie d'être éco-déléguée parce que mon frère était éco-délégué, il a dit que c'était super. Du coup. À cette cérémonie de passation des éco-délégués, donc les anciens éco-délégués, un grand merci pour tout le travail accompli l'année dernière. Les nouveaux éco-délégués, un grand merci à vous pour votre engagement pour cette nouvelle année. Un grand merci à vous. Nous avons aussi eu la chance d'avoir l'acquisition de 2 labels, un français, EFE 3D, et un anglais que nous avons eu en juillet cette année, le Green Flag. Et nous avons donc du coup une petite surprise pour vous, parce que grâce à Monsieur Negro, nous avons pu
placer notre green flag bien en évidence dans notre établissement pour montrer que maintenant nous sommes une école écologique et que nous faisons attention à notre empreinte carbone. Donc je vous invite à nous déplacer vers la surprise pour faire une belle photo de passation et nous planifierons ensuite la prochaine réunion que nous aurons après les vacances. Mais on va applaudir les anciens éco-délégués. Et nous allons applaudir les nouveaux. Vraiment, les éco-délégués, vous avez été super. On a eu l'acquisition de 2 labels, c'est vraiment une très belle chose pour l'école, mais l'action pour l'environnement n'est pas terminée pour autant. Il faut vraiment que nous réfléchissions à d'autres actions pour limiter au maximum notre empreinte carbone. C'est le travail de cette année. Nous avions quelques questions. Une question pour Monsieur Negro par rapport. Est-ce que le drapeau EcoSchool, il va rester là? On va recevoir très bientôt un porte-drapeau plus esthétique que ce morceau de bois. Et oui, le drapeau sera installé de façon permanente sur ce mur. L'année dernière, on avait dit qu'on allait faire un mur végétal cet été, mais il n'est pas là. Alors, on a profité de l'été pour se renseigner sur la faisabilité du mur végétal. C'est quelque chose qui est possible, mais on réfléchit également, parce que ça aussi c'est une démarche écologique, à la façon dont ce mur pourrait être arrosé pendant la période d'été. Parce que prendre de l'eau du robinet pour arroser un mur végétal, ça coûte beaucoup d'eau. Donc on est en train de réfléchir en même temps que le mur végétal à la façon de récupérer l'eau de pluie au CFBL pour s'en servir d'arrosage. Merci. Les écolos rigolos! Vendredi 11 novembre, 104 ans après la signature de l'armistice 1918, nous avons commémoré la fin de la Première Guerre mondiale. À l'occasion de cet événement, les élèves de 3e cursus ont rédigé des discours en hommage aux poilus. Ces soldats de la Grande Guerre qui ont combattu dans la boue des tranchées pendant 4 longues années afin de défendre leur pays. Bonjour, nous sommes en 3e. Je m'appelle Mélie et aujourd'hui nous allons vous présenter un discours commémoratif pour le 11 novembre 2022. C'est un discours que nous avons écrit avec Frédéric et Jaden. À nos chers soldats décédés pour la France, vous qui avez combattu nos ennemis au cours de la Première Guerre mondiale et qui avez donné votre vie pour défendre notre vaste territoire. En effet, la vie quotidienne de nos soldats au front n'était pas facile. Physiquement, pour cause de nombreuses blessures dont ces derniers finissaient par mourir du fait d'infections terribles, mais aussi mentalement, à force d'être entourés par les corps sans vie de leurs camarades. Le quotidien passé dans les tranchées par nos soldats était bien plus que déplorable, entourés des cadavres des hommes, des amis et des frères. Entre les fortes odeurs de sang, la faim, la soif et les bombardements d'obus auxquels peu d'entre eux ont survécu. À nos chers soldats qui ont subi les combats durant la guerre, qui ont causé un grand nombre de blessés et de morts, comme la bataille de la Somme et la bataille de Verdun. Dans ces batailles, ils ont utilisé de nombreuses nouvelles armes, comme des mitraillettes, le fil barbelé, les bombardements constants d'obus et les grandes quantités de gaz toxiques, comme le chlore, le phosgène et le gaz moutarde. Toutes ces nouvelles armes en plus du grand nombre de soldats envoyés, ont causé de lourdes pertes humaines pour peu de territoires gagnés. À nos chers soldats qui ont subi de graves blessures, à nos soldats qui ont succombé à leurs blessures, à nos soldats qui sont morts au front, aux familles qui ont perdu leurs frères, leurs pères, leurs époux, à nos jeunes soldats qui ont donné leur vie pour notre nation, aux civils des villes qui subirent les bombardements, aux civils qui ont été capturés et soumis aux travaux forcés, aux 21,2 millions de blessés et aux 9,4 millions de morts et de disparus durant cette guerre dévastatrice. Aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, nous nous remémorons et pleurons vos exploits accomplis durant cette guerre marquante, qui laissera à jamais sa trace dans nos mémoires.
Bonjour, je m'appelle Anton. Aujourd'hui, on va vous présenter un texte que j'ai écrit avec Oscar et Étienne. Il y a plus de 100 ans, c'était la Première Guerre mondiale. Les combats qui ont commencé en 1914 étaient d'une violence extrême, avec des conditions très dures pour les soldats dans les tranchées, sous les bombardements incessants. La guerre de tranchées était très coûteuse en vie humaine. À chaque bataille, les soldats mouraient par millions, notamment du fait de l'utilisation des obus qui ont ravagé leur vie et qui était la plus grande peur des soldats. Mais le pire, c'était peut-être l'utilisation de nouvelles armes chimiques comme le gaz toxique. Les soldats exposés à ces gaz souffraient atrocement. En plus de cela, les conditions de vie quotidiennes étaient mauvaises pour les soldats, aussi bien mentalement que physiquement. Blessures par dizaines, faim, soif, peur et par-dessus tout, une mauvaise hygiène, avec notamment les rats et les poux qui pouvaient donner des maladies. Les soldats se battaient tous les jours malgré leur piteux état, avec la certitude qu'ils finiraient par mourir sur le champ de bataille. Ils voyaient tous les jours leurs camarades mourir, jusqu'à que ce soit leur tour. Vivre dans ces tranchées avec des cadavres partout n'est pas bon pour le moral, mais aussi très dangereux pour l'infection de certaines plaies. Mais les soldats ne sont pas les seuls à avoir enduré un enfer pendant la Grande Guerre. Les civils ont subi les premiers bombardements aériens, des barrages d'artillerie, et un génocide a eu lieu dans l'Empire ottoman, celui des Arméniens, tués sur ordre du gouvernement ottoman. Après la guerre, les soldats qui avaient passé 4 ans dans les tranchées à se battre, par exemple les blessés, n'avaient pas de moyens de se réintégrer dans la société et de travailler comme des personnes normales. Certains soldats souffraient d'attaques fréquentes de stress post-traumatique. L'armistice a finalement été signé le 11 novembre 1918, il y a exactement 104 ans aujourd'hui. Cette guerre aura fait environ 10 millions de soldats morts au combat et 9 millions de civils tués. Souvenons-nous de toutes les victimes de cette guerre, qui ne sont pas que des soldats, mais aussi toutes les familles qui ont souffert de la perte d'un être proche. Tous ces morts nous rappellent à quel point la guerre, et même la violence en général, est négative et n'apporte rien de bon. Terminons cette émission avec une interview exceptionnelle. Au début du mois d'octobre, nous avons eu la visite de Monsieur Melki, consul général de France à Londres. Écoutez et regardez cette interview par des élèves de 6e et 5e. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Bonjour Monsieur Melki. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous poser des questions pour Radio Récré, la radio du CFBL. Je m'appelle Rose et je suis en 6e. Bonjour monsieur, je m'appelle Victor et je suis en 5e. Bonjour monsieur, je m'appelle Mila et je suis en 6e. Bonjour monsieur, je m'appelle Youssef et je suis en 5e. Bonjour à tous. Pourriez-vous vous présenter et expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre métier ou votre fonction ? Bien sûr, je vais être rapide. Je m'appelle Samer Melki, je suis diplomate. Je suis rentré au ministère des Affaires étrangères il y a une 15aine d'années. J'ai fait différentes choses, on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez. Je suis arrivé à Londres le 1er septembre dans les fonctions de consul général. Alors qu'est-ce que c'est un consul général ? En fait, c'est principalement quelqu'un qui est présent pour assurer des missions de service public auprès de la communauté française dans un pays étranger. Donc ici à Londres, moi qu'est-ce que je fais ? Je m'appuie sur une administration d'à peu près 80 personnes qui est subdivisée en plusieurs services qui rendent différents services à la communauté française. En partie, ce que vont faire par exemple en France des mairies et des préfectures, délivrer des titres, des passeports, des cartes nationales d'identité. Ce n'est pas moi qui vais le faire moi-même, mais il y a au consulat une équipe qui est dédiée à ça. En partie, ça va être des affaires sociales,
venir en aide à des familles de Français qui ont des grandes difficultés, qui n'arrivent pas à vivre, qui ont des problèmes de revenus, etc. Ou alors assurer, par exemple, l'attribution de bourses scolaires. Vous avez des camarades, sans doute, qui font des demandes, dont les familles font des demandes de bourses. Ils les adressent au consulat. Il y a toute une partie du travail, c'est un troisième bloc, si vous voulez, si je schématise, qui relève de ce qu'on appelle l'état civil et la nationalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des personnes qui se marient au Royaume-Uni et qui veulent que leur mariage soit reconnu en France viennent s'adresser au consulat. Ou des personnes qui ne sont pas françaises mais qui veulent acquérir la nationalité française. Par exemple, vous avez certainement parmi vos camarades des couples où il y a le papa qui est britannique et la maman qui est française. Le papa, à certaines conditions, peut demander la nationalité française. Et ça, c'est le consulat qui va instruire ces demandes-là. Et enfin, il y a un dernier bloc, une dernière série de sujets. Et là, ça ne s'adresse pas aux Français, ça s'adresse plutôt justement aux étrangers qui souhaitent se rendre en France. C'est toutes les personnes qui vont demander un visa, qui vont demander un visa pour venir travailler en France, pour venir étudier en France, pendant longtemps, les Britanniques et les Français n'avaient pas besoin de visa pour venir autant de temps qu'ils voulaient les uns chez les autres. Aujourd'hui, après le Brexit, c'est le cas. Donc, pour toutes les nationalités représentées au Royaume-Uni, et vous savez qu'à Londres, il y a des gens qui viennent de partout, mais aussi pour les Britanniques qui veulent rester plus de 3 mois en France, qui veulent venir pour travailler, pour vivre en France, ils ont besoin d'un visa, ils vont s'adresser au consulat général. Donc voilà ce que fait le consulat général. Et le consul général, il dirige cette administration qui fait toutes ces choses-là. Et puis il a en plus quelques fonctions qui sont des fonctions de représentation. Je vais aller rendre visite à des personnes qui sont importantes dans la communauté française, importantes parce qu'à travers eux, je vais pouvoir m'adresser à différents corps de métiers français, à différentes catégories de la population, aux établissements scolaires, comme quand je discute avec votre proviseur ici, aux associations de parents d'élèves, à diverses associations, aux personnes qui ont des responsabilités économiques. Ça, je vais le faire avec l'ambassade, où il y a des spécialistes des questions économiques, où il y a des spécialistes des questions scolaires, des questions culturelles. Donc, soit moi tout seul sur certains sujets, soit moi avec des services de l'ambassade, on va aussi avoir cette activité un petit peu de rayonner dans la communauté française et aussi vis-à-vis des Britanniques ici. Donc voilà un petit peu résumé très rapidement tout ce que fait le consulat général. Comment devient-on consul et quelles compétences vous semblent importantes pour faire ce métier ? Alors comment devient-on consul ? On devient consul généralement en commençant par rentrer au ministère des Affaires étrangères. Généralement, on passe un concours pour cela. Il y a quelques exceptions, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. On passe un concours, c'est mon cas. Et puis, on fait une partie de carrière au ministère des Affaires étrangères. On ne devient pas consul ou consul général en commençant au ministère. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis là. Il y a toutes sortes de parcours de carrière, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un métier où il faut avoir acquis un petit peu d'expérience. Pourquoi acquis un peu d'expérience ? D'une part, parce qu'on va diriger une équipe. Donc on ne peut pas, quand on rentre jeune diplomate, après quelques années d'études, après le lycée, tout de suite diriger une équipe. Il faut acquérir un peu d'expérience. Et puis de l'expérience dans différents métiers. Souvent, pour certaines personnes, ça va être de l'expérience dans le domaine consulaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai fait au ministère des Affaires étrangères des choses qui ne sont pas directement liées au domaine consulaire, qui m'ont donné une expérience qui m'est très utile aujourd'hui, mais qui n'est pas de l'expérience dans le domaine consulaire. Moi, j'ai fait plutôt des choses diplomatiques, politiques, des négociations à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies, de la représentation bilatérale à notre consulat général à Jérusalem, où j'étais conseiller politique, je ne faisais pas de choses consulaires, des questions liées aux questions de sécurité et de défense, des choses comme ça. Donc il y a différents parcours, mais disons qu'il faut rentrer au ministère d'abord, et ensuite il faut acquérir un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir ensuite
encadrer, diriger une équipe, que l'on ait fait ou non d'ailleurs du consulaire avant, mais en tout cas voilà, avoir ce bagage-là d'expérience au ministère. Moi, une quinzaine d'années dans mon cas, mais c'est variable. D'accord, merci. Merci beaucoup. Pour quelle raison êtes-vous venu dans notre école aujourd'hui ? Alors, je suis venu dans votre école pour plusieurs raisons. D'une part, parce que pour la communauté française, et comme j'ai commencé par vous le dire, moi, mon cœur de métier, c'est vraiment les préoccupations de la communauté française ici. Pour la communauté française, les écoles, c'est fondamental. Moi, je l'ai connu à la fois en tant que diplomate, que consul général et que parent d'élèves expatriés à l'étranger. La première chose qu'on se demande quand on va s'installer dans un pays étranger ou quand on vit dans la durée dans un pays étranger, c'est comment est-ce qu'on va faire pour scolariser ses enfants, et très souvent pour les scolariser en gardant un lien avec la France, un lien avec le français. Donc c'est très important pour la communauté, et donc c'est très important pour le consul général qui est au service de cette communauté. Le deuxième élément, c'est qu'il y a à Londres une spécificité, c'est qu'il y a vraiment une cartographie des établissements français qui est complexe. Il y a beaucoup d'établissements, il y a beaucoup de pays dans le monde où il n'y a pas de lycée français ou pas de lycée internationaux. Il y en a où il y en a un seul. Ici, il y en a plusieurs. Et donc moi, ça m'intéresse de pouvoir voir les différents collèges, lycées français, et à travers ça, d'avoir aussi un accès à toute cette diversité de la communauté française et des implantations scolaires françaises à Londres. Et le troisième élément, c'est qu'il y a une compétence qui est directement liée à mon travail de consul général, c'est les bourses scolaires. Et donc moi, c'est très important aussi d'être au contact des directeurs d'établissement et des parents d'élèves, et qui me font remonter aussi les questions liées aux bourses scolaires, c'est-à-dire comment aider ceux de vos camarades qui peuvent pas nécessairement, dont les familles ne peuvent pas nécessairement payer toute la scolarité, comment compléter ça pour que le maximum de Français puissent avoir une scolarité dans un système francophone ou bilingue. Depuis quand êtes-vous consul et quel était votre métier avant d'être posté à Londres ? Alors, merci pour cette question. J'y ai en partie répondu tout à l'heure, mais pas entièrement. Je suis consul général depuis le 1er septembre, donc je suis tout nouveau, je suis en train d'apprendre le métier, hein. Comme vous êtes en train d'apprendre plein de choses. Voilà, c'est une des leçons, c'est qu'on n'en finit jamais d'apprendre. Donc ne vous dites pas que vous allez finir l'école et qu'après vous arrêterez d'apprendre. Ce n'est que le début, d'une certaine manière. Avant, ce que j'ai fait, c'est que j'étais au cabinet de Jean-Yves Le Drian. J'étais le conseiller du ministre des Affaires étrangères jusqu'en mai dernier pour toutes les questions qui sont liées à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc une vaste zone qui va en gros du Maroc à l'Iran, et sur lesquelles la diplomatie française est très engagée parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de crises, beaucoup de choses qui se passent dans cette zone. Et moi, je suis un peu spécialiste de cette zone au départ. En tout cas, ça a été ma spécialisation de mes 10-15 premières années de carrière au ministère. Et je suis devenu, du coup, il y a 3 ans, conseiller du ministre des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient. Ça consiste à lui faire des propositions, à l'informer de ce qui se passe dans la zone, à l'accompagner quand il se rend dans la zone, à lui écrire ses discours, à participer à ses entretiens avec les autorités de cette zone-là. Et avant cela, j'étais à New York, à la mission permanente auprès des Nations Unies. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je travaillais pour l'ambassadeur qui représente la France au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le système des Nations Unies. Et là, pour moi, c'était beaucoup un travail de négociation, négocier les résolutions du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale qui ont trait au Moyen-Orient. J'étais encore dans cette perspective Moyen-Orient. Et accompagner là aussi mon ambassadeur dans ses interventions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et encore avant, j'étais à Jérusalem et je m'occupais des territoires palestiniens. J'étais conseiller politique à Jérusalem et je m'occupais pour la France, bien sûr, auprès du consul général, mais de la dimension politique de son métier, qui est suivi du processus de paix israélo-palestinien, suivi de la situation en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza, dans la bande de Gaza. Donc c'était une zone où il y a ce conflit ancien entre Israël et les populations palestiniennes, et essayer de faciliter, dans le cadre de la déposition de la France, qu'il faut qu'il y ait 2 États, un qui existe, qui est celui d'Israël, l'autre qui est en devenir, qui est celui de
de la Palestine, des Palestiniens, faire en sorte de contribuer à ce qu'un jour, il puisse y avoir 2 États qui vivent en paix et en sécurité le long de frontières qu'ils reconnaissent mutuellement et que la communauté internationale reconnaît. Donc voilà. Et encore avant cela, j'étais à Paris où je m'occupais déjà un peu de Moyen-Orient et puis de questions politico-militaires. Je travaillais avec le ministère de la Défense, en lien entre le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères, sur les questions d'opérations extérieures. La France doit parfois déployer des militaires à l'étranger, heureusement pas pour envahir un pays, mais plutôt pour soit s'interposer quand il y a des situations de crise, ça peut être le cas des opérations des Nations Unies, des opérations de casque bleu, dont vous avez sans doute entendu parler, soit de maintenir la paix dans un pays où il y a eu une guerre civile ou des choses comme ça. Merci. Merci. Quel métier voulez-vous faire quand vous avez notre âge ? Alors, quand j'avais votre âge, je m'intéressais beaucoup aux questions internationales, parce que j'ai une famille qui a des origines internationales où les dimensions internationales et diplomatiques ont toujours été présentes, mais je ne voulais pas être diplomate et je savais peut-être ce qu'était un ambassadeur quand j'avais votre âge, mais je ne savais pas beaucoup plus que ça. Et donc, à votre âge, je voulais être pilote d'avion. Bon, assez vite, je me suis rendu compte, d'une part, que j'étais pas super bon en maths, et en plus que j'étais myope. Donc c'était deux choses qui, assez vite, m'ont obligé à revoir mes plans de carrière. Voilà. Merci. Merci. Dans quel pays et dans quelle ville travaillez-vous principalement ? Alors là, depuis un mois, c'est principalement au Royaume-Uni. C'est essentiellement à Londres, parce que je suis basé à Londres, mais moi, la communauté française dont je m'occupe, c'est vraiment tout le Royaume-Uni. Donc je vais être amené à me rendre partout, normalement. On s'appuie sur un réseau de ce qu'on appelle des consuls honoraires, donc des consuls que je nomme et qui portent un petit peu, qui relayent un petit peu cette action sur tout le territoire, qui sont un peu moins d'une vingtaine. On travaille avec un consulat général, un autre consulat général qui est à Édimbourg et qui s'occupe de beaucoup de questions d'influence économique, culturelle à Édimbourg, mais pour la dimension vraiment de service à la communauté française, pour la dimension donc consulaire, c'était votre première question, ce que je vous ai expliqué, tous ces différents services qu'on rend à la communauté française. Moi, je couvre tout le territoire, toute l'Angleterre, tout le pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Écosse. Donc, pour répondre en quelques mots à votre question, je travaille surtout à Londres parce que mon bureau est à Londres, mais je vais être amené dans les années et les mois à venir à me déplacer sur tout le territoire pour aller à la rencontre des Français qui sont présents au Royaume-Uni. Comment se déroule une journée type de consul ? Alors, comment ça se déroule ? En général, tous les jours, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une ou deux occasions où je vais avoir des événements à l'extérieur. Ça fait partie de ma journée. Par exemple, je viens ici au lycée. Par exemple, tout à l'heure, je vais aller faire un discours auprès d'avocats français et britanniques. Donc, il va y avoir comme ça des événements à l'extérieur. Ça, c'est une partie de ma journée. Il va y avoir une partie qui est une autre partie de ma journée où je vais être dans mon bureau, au consulat général, et où là, je vais vraiment m'occuper de mon équipe. Comme je vous disais, une équipe de 80 personnes, c'est lourd, c'est un gros travail juste pour faire fonctionner l'équipe. Je vais devoir, par exemple, réunir les chefs de service pour voir s'il y a des problèmes dans les équipes, changer des choses, modifier l'organisation du travail, etc. Et le troisième élément qu'il va y avoir, ça va être assez souvent aussi un travail qui va être conjoint avec l'ambassade. Je vais aller avec les services de l'ambassade, voir s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble ou des choses comme ça. Mais donc en gros, ça se répartit quand même principalement entre des choses à l'extérieur du consulat qui m'amènent à rencontrer la communauté française et des choses à l'intérieur du consulat pour gérer mon équipe ou en lien avec l'ambassade, mais à l'intérieur en tout cas de l'administration française. Merci. Merci. Merci beaucoup. Que pensez-vous de l'enseignement bilingue à l'école comme ici au CFBL ? Alors moi, je trouve que c'est fondamental, l'enseignement bilingue. Pourquoi ? Parce que je pense que quand les familles françaises sont installées à l'étranger,
à la fois, et c'est un de mes rôles, c'est de m'assurer que le lien avec la France est maintenu et préservé. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important pour que ce lien soit préservé que la langue, et que le fait que des parents qui font le choix de travailler à l'étranger puissent s'assurer que leurs enfants parleront français, écriront en français, liront en français. Donc ça, c'est fondamental. Et en même temps, il y a une autre dimension qui est qu'il faut que les enfants qui sont installés dans un pays à l'étranger, parfois pour quelques années, mais parfois pour toute une partie de leur vie, puissent parfaitement s'intégrer aussi dans le pays où ils sont. Et donc qu'ils apprennent aussi la langue du pays où ils sont. Ici, c'est l'anglais. Donc l'enseignement bilingue, c'est fondamental. Pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et je l'ai fait aussi dans les différents postes autant que possible. Et quand il y avait des structures, mais il n'y a pas toujours des structures à l'étranger aussi bonnes que le CFBL pour assurer un enseignement bilingue, mais en tout cas j'ai essayé de le faire pour mes enfants aussi. Je pense que pour la communauté française installée à l'étranger, c'est vraiment une chance extraordinaire de concilier ces deux choses qui parfois sont un petit peu en tension, sont un petit peu contradictoires entre bien s'intégrer dans le pays où ils ont fait le choix d'aller vivre avec leurs enfants et en même temps maintenir au maximum le lien avec la France et donc avec le français. Merci infiniment, Monsieur Melki, d'avoir répondu à nos questions pour Radio Récré. Bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. Au revoir. Mais merci à vous tous. Merci. Au revoir les enfants. C'était remarquable, une très bonne interview. C'est parti dans tous les sens, mais c'est ce qu'il faut. C'était très bien. Merci. Merci. Au revoir. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.